Super. Eh ben, bonsoir à tous et toutes. Donc, bonsoir Evelyne. Bonsoir Là, Claire. ce soir, donc il y a plusieurs personnes qui ont commandé en replay, mais qui peuvent pas être là ce soir. Voilà, c'est aussi un sujet qui touche notamment les personnes qui, voilà, les mardis soirs, c'est autour de l'accompagnement des fins de vie. Donc, il y a aussi du personnel milieu hospitalier, voilà, qui peuvent pas être là, mais qui ont commandé les replays. Donc, merci à toi d'être là, Evelyne. C'est toujours plus chouette d'avoir quelqu'un avec qui interagir directement. Et puis, peut-être à travers tes questions, ça permettra aux questions des autres d'émerger qui ne peuvent pas être là en direct. Donc, Claire Morinière, accompagnez votre vie. Voilà, je suis experte en médecine holistique. Donc, holistique, c'est la globalité du corps, autant sur le plan physique, émotionnel que mental et spirituel. Et puis, je suis experte en éducation somatique, la conscience du corps, et j'accompagne les naissances et les fins de vie. Voilà. Et après, tout le milieu aussi, où je suis habilitée, je fais le même travail en tant que praticienne Body Mind Centering qu'un ostéo. Voilà. Mais ce soir, je vous parle les mardis soirs d'outils. Je vous donne des outils. Je vous parle d'outils simples et concrets pour accompagner les fins de vie. Mardi dernier, on a parlé des 4 phases du deuil. Voilà, avec le travail de deuil. Donc, le replay est disponible. Il suffit de commander sur mon site clairemorinière.com. Vous commandez comme un atelier du mardi et vous me dites que c'est pour recevoir le replay sur le deuil. Voilà, il y a eu des super retours sur ce que ça a pu apporter pour plusieurs. Et cette semaine, je voulais vous parler des sens et des perceptions comme outil fondamental pour accompagner les fins de vie. Voilà, c'est un outil, les sens et perceptions, moi, que j'ai énormément étudié, notamment au travers du Body Mind Centering, cette pratique d'éducation somatique, de conscience du corps. Et moi, je m'en sers, je l'applique énormément dans l'accompagnement des fins de vie et je transmets aussi dans mes stages et comme ce soir dans les ateliers. Donc, je vais vous dire un peu le déroulé de l'atelier. Donc, je vais démarrer par vous parler en fait des sens et perceptions, le développement, dans quel ordre il se développe quand on est in utero, puis quand on est, et du coup, c'est pas comment il se développe, mais comment ça fait miroir avec la fin de vie, du coup. Il se développe dans un sens, et puis comme une fleur, en fait, qui grandit, puis quand elle commence à faner, qu'elle décline, elle retourne vers la terre. Vers la fin de vie, c'est pareil. Les sens s'éteignent, ont une autre sensibilité qu'on peut observer petit à petit, qui nous indique de où en est la personne par rapport à la fin de sa vie. Donc voilà, je vais vous parler de ça dans une première partie. Dans une deuxième partie, je vais vous parler des petits plaisirs qui comptent beaucoup liés à ces sens et ces perceptions pour accompagner les fins de vie. Ça peut être vraiment des toutes petites choses liées en fait avec la posture de l'accompagnant, de savoir à la fois écouter et observer où en est la personne dans ses sens et perceptions et pour pouvoir répondre à travers ces petits plaisirs et ces subtilités pour pouvoir répondre à ce besoin des sens. Et puis, donc voilà, et dans une dernière partie, je vous parlerai donc en effet de cette posture d'accompagnant, comment on se sert de ces 5 sens pour soi aussi, pour pouvoir accompagner l'autre. Et je dirais avec un petit volet un peu plus, puisque c'est spécifique en ce moment, on est en confinement, et puis je dirais que ça pourra toujours être valable dans tous les grands tourments de la vie, les grandes épidémies, les grandes pandémies. Donc comment on s'ajuste en fait avec la mort et comment on traite les fins de vie. Et du coup, de comment, avec ces 5 sens, comment on peut faire beaucoup de choses, même en période de confinement, et que ça demande vraiment d'aller au-delà de l'aspect émotionnel, des peurs, et pour pouvoir toucher ces 5 sens. Et ça, je vous en parle dans la dernière partie. Est-ce que c'est clair déjà, donc comme tu es là, toi, Evelyne, pour le dérouler? Oui, très ouais. bien. Du coup, donc, j'ai démarré par vous parler du développement des 5 sens. Je parlerai du 6e sens, ce fameux sens intuitif, plutôt dans la posture de l'accompagnant et dans la dernière partie. Mais si je m'en restreins aux 5 sens qu'on connaît, et le dernier, la science, fait encore des études dessus, et comme c'est
on est dans une société où c'est la science qui donne la vérité, un peu, qui donne le là, je dirais. Donc, les 5 sens, le premier sens à se développer, in utero, c'est le toucher et le mouvement en même temps. C'est-à-dire que du moment où le spermatozoïde touche l'ovule, rencontre l'ovule, où l'ovule ouvre la membrane et accueille le spermatozoïde, parce que dans les sens et perceptions, il y a le mouvement et de l'ovule et du spermatozoïde. C'est pas que le spermatozoïde qui le meilleur qui gagne. D'ailleurs, c'est pas ça du tout qui se passe. Le spermatozoïde qui arrive jusqu'à l'ovule dans ce mouvement, c'est l'intelligence des spermatozoïdes entre eux qui vont choisir celui qui est le plus approprié à l'instant T. Et ils vont le soutenir, le nourrir. Tous les autres vont le nourrir tout le long du chemin. S'il n'avait pas ses frères, ce spermatozoïde, il n'arriverait jamais jusqu'à sa cible, jusqu'à l'ovule. Donc, il y a plutôt une fraternité plutôt le meilleur qui gagne. Donc, dans ce mouvement-là, en fait, qui est plutôt un mouvement fraternel, il y a aussi l'ovule qui a son propre mouvement, sa propre respiration, et qui a sa propre membrane qui accueille, ouvre ou ferme. Donc voilà, il y a aussi l'ovule qui dit oui ou non au spermatozoïde. Donc c'est vraiment un dialogue entre les deux. Donc au moment où ça se rencontre, où il y a déjà un mouvement propre de chacun, donc il y a vraiment le sens du mouvement qui est là, et au moment où ça se rencontre, il y a le toucher qui rencontre le mouvement. Et dès cet instant-là, c'est les premiers sens qui se développent, le toucher et le mouvement. Et du coup, quand les deux cellules se rencontrent, il y a la division cellulaire qui se fait et il y a ce toucher et ce mouvement qui est là. C'est constamment, les cellules se touchent, se divisent, se multiplient. Elles n'ont plus assez de place, donc elles forment une petite mûre et puis elles éclatent la membrane pour continuer à se développer, pour former le sac vitellin à l'arrière, le sac amniotique. Et là, on est dans le contact, on est dans le toucher. Il y a les organes qui se forment, on sent, on est vraiment dans toute cette bulle, toute cette sphère de toucher. On sent les tissus, on sent qu'on est dans le ventre, on sent que c'est chaud, on est vraiment, et en même temps, on bouge. Du coup, c'est le toucher et le mouvement sont vraiment imbriqués depuis le début ensemble dans les sens qui se développent en premier. Donc, le toucher et le mouvement. Après, dans le développement, du coup, je continue l'histoire. Petit à petit, donc avec les organes, je fais très vite, hein, parce que je pourrais faire un atelier une autre fois que sur l'embryologie, mais voilà, là, avec les organes qui se développent. Donc, il y a le goût qui vient, le goût et l'odorat. L'enfant sent et goûte à travers le goût du liquide amniotique. Il sait un peu ce que la maman mange. Aussi, bah, évidemment, c'est pas conceptuel, c'est pas mentalisé. Il peut pas dire elle a mangé une pizza ce midi, quoi. Non, c'est quand même pas ça non plus. Mais il y a les goûts, il y a une distinction des goûts. Il y a différentes saveurs dans ce liquide amniotique et il y a différentes odeurs. Donc il y a l'odorat et le goût qui se développent. Et puis goût, odorat. Après, on le voit in utero, hein, le bébé commence à entendre. On est avec lui. Et à la fin seulement, il commence à voir. Donc à voir la lumière à travers les membranes, à travers le ventre, si c'est jour, si c'est nuit. Donc il y a cette sensibilité-là. Une fois que le bébé naît, il a tous ses sens de nouveau qui refont le même chemin. C'est d'abord le toucher et le mouvement. Dans la naissance, c'est vraiment une question de toucher, de la propulsion sur la paroi du ventre de la maman qui sort, il y a le toucher, le contact qui est là. Ça passe, si on imagine une naissance physiologique par voie basse, ça passe à travers le bassin, à travers donc col de l'utérus, vagin, le sexe de la femme. Donc c'est le toucher et le mouvement qui sont encore là. Le bébé fait un mouvement de spirale, il y a le toucher et le mouvement. Il arrive sur Terre, c'est le toucher et le mouvement qui le mettent en lien avec sa maman peau à peau, qui fait qu'il y a cet instant où il va ramper pour aller téter. Et là, on passe au goût, l'odorat. C'est l'odorat qui le guide vers le sein. Dans le toucher et le mouvement, il goûte, il y a le goût qui est là, puis il commence à entendre les bruits autour, il reconnaît la voix de sa mère, peut-être la voix de son père ou des personnes qui étaient proches pendant la naissance, qui l'entendaient à travers la paroi, à travers le ventre. Et puis en dernier, il y a la vue. Un bébé, au niveau de la vision, il voit à 40 cm. Il voit la distance, en fait, de quand il est au sein, il voit le visage de sa mère et c'est flouté. Et au bout de quelques semaines, ça va devenir à peu près net. Petit à petit, ça va s'élargir. Donc, on est vraiment, que ça soit in utero et après la naissance, dans cet ordre-là. Le sens du toucher,
le sens du mouvement, qui sont vraiment ensemble, le sens de l'odorat et du goût, qui sont aussi très proches. Et puis on le voit, hein, nous aussi, hein, quand on mange, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais quand on mange quelque chose, l'odeur va nous dire si c'est bon ou pas. Je ne sais pas comment vous dire. Des fois, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience où vous sentez quelque chose, vous sentez que ça sent mauvais. Ça ne vous donne pas envie, vous ne voulez pas manger. Puis une fois que vous mangez, vous vous rendez compte que le goût, c'est différent. Parce que c'est vraiment très, très lié, l'odorat et le goût. Il y a des fois, une odeur peut nous répulser, nous faire dire « Ah non, ça, je ne goûte pas ». Et du coup, c'est voilà, deux sens qui sont aussi très proches, toucher, mouvement, odorat, goût, l'ouïe, voilà, l'ouïe et puis la vue. Et une fois qu'on a atteint la maturité comme une fleur qui a son summum, là on est en plein dans la direction du sud, et ça, si ça vous intéresse, je vous parle des 4 éléments ce vendredi matin, les éléments qui sont dans notre corps en lien avec les directions nord, sud, est, ouest, en lien avec les 4 âges de la vie. Donc quand on est à l'âge de notre vie entre le sud et l'ouest, donc c'est la vie de ado jusqu'à jeune adulte, en âge d'être parent, on est vraiment au summum de la vision. C'est-à-dire que sur un aspect symbolique, on est visionnaire, c'est des moments où on met en place nos carrières, où on avance, on est actif. Enfin, moi, je suis en plein dedans. Et puis, il y a aussi ce côté vision, au premier sens du terme physiologique. C'est le moment où notre vision, elle est normalement au top du top, et où après ça, elle va de nouveau chuter légèrement, ou en tout cas, ça va être un sens qui sera moins important. Mais à cette période-là, le sens de la vue, et encore plus dans nos sociétés occidentales, on voit bien à quel point la vue est très importante. On est sans arrêt sollicité par la vue. Et ça nous demande un effort de revenir dans le sens du toucher, du mouvement, de sentir ce qui se passe à l'intérieur, d'écouter le mouvement à l'intérieur, d'écouter les sensations. Ça, c'est une intelligence kinesthésique qui est liée au sens du toucher et du mouvement. Et ça demande un effort. Du coup, il y a vraiment cette importance d'avoir conscience de où on en est en fonction de nos âges dans nos vies et de voir là où on a gagné des cartes parfois. Et par exemple, la semaine dernière, vendredi matin, je proposais un temps de méditation pour ça, en fait, pour revenir dans cette intelligence du sens, le sens du toucher et du mouvement, sentir ce qui se passe pour soi au-dedans. Et c'est ça qu'on fait quand on met la conscience sur qu'est-ce qui se passe dedans comme sensation. On est dans le sens du toucher et du mouvement. Donc voilà, on est dans les sociétés où c'est plutôt la vue qui est sollicitée, puis le bruit. On voit que même maintenant, quand on va faire dans certains magasins, il y a même de la musique dans les magasins. Donc on est constamment sollicité au niveau des sens, vision et oui. Et que l'odorat et le goût, des fois, c'est limite. Je ne sais pas si vous avez observé ça, mais aux périodes de Noël, il y a des magasins dans les rues où ils émettent des essences dehors. Cannelle, gingembre, hop, ça sent Noël. Et du coup, on est attiré, on rentre dans le magasin. Donc, il y a vraiment quelque chose où on est guidé par nos sens depuis tout petit jusqu'à la fin de vie. C'est ce qui nous maintient en vie, je dirais, Quelqu'un qui a ses sens et perceptions complètement développés, c'est quelqu'un qui est complètement vivant, qui pétille en fait, qui sait goûter, sentir. Il y a quelque chose qui est vraiment lié à la sensualité, lié au plaisir de la vie en fait, plaisir des sens. Et on le voit chez un tout petit, quand ils mettent la main à la bouche tout le temps, ils goûtent tout, ils ramènent à la bouche en fait. C'est pour leur donner un sens de « Ah, ça j'aime, ok, tiens, ça, cet objet, ce truc-là, ça me dit que… » Ah, c'est pas si mal au niveau de la texture, au niveau du goût. Et donc, voilà tout le développement. Et puis, quand on a passé un peu l'axe du sud et de l'ouest, donc l'âge ado-parent en pleine vision, il y a quelque chose où on retourne de plus en plus, et peut-être c'est encore plus visible pour les femmes avec la ménopause. Il y a aussi l'andropause chez les hommes, mais il y a moins d'hommes qui sentent ça, peut-être parce que c'est moins évident pour eux. Mais il se passe bien quelque chose aussi au niveau pour eux aussi. C'est qu'il y a quelque chose dans les sens où au niveau de la vision et de l'ouïe, il y a quelque chose qui passe à un autre plan. Alors je sais pas, peut-être tu pourrais partager, toi Evelyne, avec ça, qui est plus dans l'axe du coup entre l'ouest et le nord, la sagesse en fait, ce qu'on appelle la période de la sagesse, l'âge d'être grands-parents.
Peut-être tu as observé qu'au niveau de la vision et de l'ouïe, est-ce que tu as observé que tes sens s'étaient développés en fonction de l'âge, que tu n'es plus attiré par les mêmes choses maintenant qu'avant ou pas? Non, moi, j'ai pas vraiment constaté, bon, mis à part bien sûr que quand on vieillit, on voit moins bien, ça c'est sûr. Et non, ça m'a pas. Parce J'ai que peut-être pas pourtant, essayé de regarder. oui, bah, c'était une question de mettre de la conscience, mais moi qui te connais, et je peux dire que parfois, et je l'ai observé chez plein de personnes âgées et en fin de vie bien plus avancées, il y a des goûts qu'ils n'aiment plus. Ils sentent en fait, il y a une sensibilité qui revient au niveau du goût et de l'odorat et au niveau du toucher et du mouvement. La peau change de texture avec le changement hormonal. Elle devient plus douce, elle est plus sensible, on a plus de rougeur. On pouvait un peu mettre n'importe quoi sur nos peaux quand on a 20, 30, 40 et puis bah voilà, après il n'y a plus la même sensibilité au niveau de la peau, du toucher et du mouvement, c'est plus pareil. Au niveau du goût et du odorat, on supporte beaucoup moins l'acidité. Il y a des choses, on peut plus manger comme avant, ça dit non en fait. Et tout ça, c'est en train de nous parler de l'âge de la personne, de là où elle en est. Un aveugle, par exemple, qui n'arriverait pas à voir physiquement, on peut lire un peu sur quelqu'un physiquement, on peut lui dire à peu près quelle tranche d'âge il a. Ben, si on imagine être dans la peau d'un aveugle, ben, il peut, en entendant ce qui se passe, en observant le rythme des pas, où ça va en fait, elle est où l'attention, c'est quoi le sens premier quand on écoute quelqu'un? Est-ce qu'il est plutôt dans le toucher, ou si je lui fais la bise ou je lui serre la main, je sens que sa texture de peau est différente. J'observe qu'il mange d'une manière peut-être plus tranquille. Tiens, j'ai observé qu'à chaque fois que c'est acide, il n'en veut pas, il ne prend pas. Et ça, c'est des indications, ça donne l'âge de la personne jusqu'à arriver à la fin de vie en fait. Et du coup, les 5 sens, ça nous sert à accompagner la vie tout court, j'ai envie de dire, d'être attentif à respecter ce développement-là tout au cours de la vie, attentif aux changements qui s'opèrent jusqu'à la fin de vie, ou du coup, en fin de vie, si vous observez, alors encore une fois, c'est les fins de vie, de la même manière que j'ai présenté les naissances physiologiques naturelles, ben, je dirais que c'est des fins de vie qui sont aussi physiologiques et naturelles. Évidemment que si quelqu'un décède d'un accident, il n'y a pas vraiment le temps de ces 5 sens. Il n'a pas une fleur, si elle fane et qu'elle tombe à la terre, c'est pas la même chose qu'une fleur parce qu'il y a quelqu'un qui passe la tondeuse, qui du coup dans son jeune âge va être tondue, elle est morte, c'est fini. Il n'y aura pas eu toutes ces étapes des 5 sens. Donc là, c'est vraiment dans l'idée d'un développement optimal de la vie, de tout le temps qu'une personne doit vivre de manière naturelle. Et la maladie peut faire partie de ça. Il y a des gens qui partent de maladies à 50, 60, 40 ans, plus jeunes, et ça fait partie du processus. C'est comme une plante, un rosier qui tombe malade, et ben, il retourne à la terre plutôt que s'il n'avait pas été malade. Mais on peut observer les 5 sens de la même manière chez quelqu'un qui est malade que chez quelqu'un qui est en fin de vie. C'est une forme de fin de vie qui s'annonce. Et puis des fois, elle ne dure pas et ça remonte. Toutes les maladies ne durent pas. Et du coup, c'est d'observer que dans les moments de maladie, dans les moments de fin de vie, dans les moments où la personne elle est vulnérable, une rose qui arrive à son apogée et qui retourne vers la terre, elle est très vulnérable. Un coup de vent, elle perd toutes ses pétales. Et bien, c'est pareil en fait. Et du coup, c'est comment vous arrivez à observer que petit à petit, la personne qui est malade, la personne qui est en fin de vie, que vous accompagnez, ou vous, pour vous, quand ça va arriver, on va tous passer par ça. Alors, je nous le souhaite à tout le monde, plutôt que de partir dans des morts plus brutales. Je souhaite à tout le monde de partir quand c'est l'heure pour lui de manière organique. Tout le monde souhaite de partir comme ça. Et d'observer que la vision, elle est moins là. Il y a quelque chose où combien on peut observer quand on va dans les maisons de retraite. Alors moi, je dis pas EHPAD, je ne supporte pas ce mot, donc maison de retraite ou foyer, ou voilà. Maison de retraite, c'est beau, quoi. C'est une maison, on est en retraite du monde. Un EHPAD, d'un coup, ça devient un peu froid. Donc, je dis maison de retraite. Voilà. Et
On peut voir en fait souvent dans les maisons de retraite, les personnes en fin de vie, ou si vous allez dans les hôpitaux, les personnes qui sont vraiment dans les services où on sait qu'ils en ont pour quelques mois maximum, quoi, quelques semaines, quelques jours, et on peut même y trouver des enfants. Hein. On voit que les sens, ils sont plus pareils. Qu'en fait, vraiment, prenez le temps, si vous avez l'occasion d'y aller quand ça sera fini avec le confinement, ou d'être bénévole, ou de regarder des documentaires. On voit très bien que même chez un enfant qui est très, très malade, la vision, elle est moindre. Quand la vision, elle est là, c'est qu'il y a un vrai attrait, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, quoi. Pour l'enfant, il va y avoir un jeu d'un coup, quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis longtemps qui vient lui rendre visite, paf, il va se réveiller, il va avoir des grands yeux. Chez les personnes âgées, c'est pareil. Si vous allez dans une maison de retraite, combien dorment, s'endorment devant la télé, n'écoutent plus vraiment, ne regardent plus vraiment. Et pourtant, si quelqu'un vient leur rendre visite qu'ils avaient envie de voir, il y a un éveil qui est là. D'un coup, les yeux sont là. Mais ça montre qu'en fait, la personne, elle ne va plus ouvrir les yeux tout le temps, comme elle le faisait avant. On n'ouvre plus les yeux tout le temps. Ça annonce déjà quand la vue n'est plus là, quand les yeux ne veulent plus s'ouvrir. Et sauf que parce qu'il y a vraiment une priorité, c'est en train de montrer que la personne, elle est en train de perdre un sens volontairement. Comme un bébé qui voit flou au début. Bah oui, on voit un peu flou, on ne regarde pas trop parce que c'est pas si intéressant. L'essentiel, il n'est pas là. Du coup, quand vous observez cette phase-là, ok, la suite après, c'est l'ouïe. Ça veut dire la suite, et chacun a son rythme. Mais si vous voyez régulièrement les personnes que vous accompagnez, vous allez voir qu'il y a la vision d'abord. Puis après, il y a l'ouïe. La personne, peut-être, elle écoute plus, elle a besoin de la radio, puis elle écoute même plus la radio. Puis quand vous lui parlez, vous allez pouvoir observer. Des fois, vous pouvez vous dire qu'elle devient sourde. Et la plupart du temps, c'est pas le cas. Il suffit de donner des mots-clés, vous allez voir, elle va vous écouter. Si d'un coup, vous lui dites un gros truc, vous pouvez faire des tests. Hein. Moi, j'ai testé avec... j'ai pas testé, j'ai observé avec mon grand-père. J'ai testé avec d'autres personnes en faisant un peu des blagues, quoi, de dire des gros trucs, quoi. Ah, je suis enceinte. D'un coup, vous allez voir, paf, la personne, elle vous écoute. Parce que enceinte, ça rentre dans les mots où il y a un gros truc. Là, c'est important. Donc là, elle vous écoute. Mais si vous racontez, comme je vous parle là, à quelqu'un en fin de vie, aucun intérêt. Aucun intérêt, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, il est dans les choses essentielles de la vie et on touche en ce moment avec le confinement de qu'est-ce qui est essentiel pour chacun. Et du coup, voilà, la personne, elle va écouter que ce qui est essentiel. Donc, si dans les mots essentiels, moi, je l'ai observé avec mon grand-père que j'ai accompagné sur toute sa fin de vie, j'ai vraiment eu cette chance-là et je le remercie pour ça. Parce que c'est une histoire à deux, il était OK autant que moi et c'est un vrai partage. J'ai pu voir que quand j'évoquais des mots qui avaient à voir avec le sens d'après, en fait, donc, la vision qui partait, il ouvrait plus vraiment les yeux, ou très peu. Il écoutait, mais il gardait les yeux fermés parce que ça lui demandait trop d'énergie, la priorité n'était pas là. Ses yeux, il les rouvrait quand je lui décrivais ce qu'il y avait dehors. Tiens, il y a un oiseau qui passe, parce que je sais que de son vivant plus jeune, il adorait passer des heures dans sa véranda à observer la nature, à observer les oiseaux qui passent. Du coup, je lui décrivais ce qui faisait sens pour lui. Pour quelqu'un d'autre, ce qui est hyper important, c'est plus on connaît les gens de ce qu'ils ont aimé de leur vivant, plus on sait comment les accompagner en fin de vie. Du coup, la vision, quand je lui décrivais ce qu'il y avait dehors, il tournait juste la tête vers la fenêtre, puis il ouvrait un peu les yeux. Parce que là, ça le ramenait à de l'essentiel. Puis si c'était pas essentiel, si je lui parlais, il n'avait pas besoin de me voir. Il sait que je suis sa petite fille, il sait à quoi je ressemble. Hop, donc là, il fermait les yeux. Louis, après, il y a vraiment eu cette étape de Louis, où lui, du coup, comme je vous disais, il m'entendait, voilà, il m'entendait comme ça. Comme une mélodie un peu, en fait. Ma voix était devenue une mélodie. Et il y a certains mots-clés. Si je lui disais, Papy, est-ce que tu as envie que je te donne, là, plutôt que leur yaourt qu'il leur donnait, qu'il en avait marre, est-ce que tu veux que je te donne une danette au caramel? Paf, là, il y avait d'un coup la vue qui revenait. Louis, quoi? T'as dit la danette? Ouais, je veux bien de la danette. Donc, il entendait très bien, en fait. C'est juste que tout ce qui ne va pas, l'essentiel, la personne n'entend plus. Donc, ça indique, en fait, qu'elle est sur la pente descendante. Donc, il y a, voilà, Louis. Et puis, Louis, on voit qu'il y a un lien au goût. Souvent, les gens, comme je vous disais, soit des nouvelles importantes, ils vont vous écouter,
soit c'est des choses qui sont essentielles pour eux, et l'essentiel dans ces périodes de vie, c'est les petits plaisirs de la vie, c'est le goût d'une chose, une cuillerée d'un truc qu'on adore, c'est une odeur qu'on adore, c'est une goutte de parfum dans le cou parce que ça vous rappelle l'odeur ou sur un mouchoir. Du coup, voilà, tous vos mots, et du coup, les mots qu'on parle, la communication qui va réveiller l'ouïe chez la personne, si ça a à voir avec de l'essentiel, elle va vous écouter. Sinon, non. Et ça ne sert à rien de vouloir la ramener dans « mais tu as entendu ce que je t'ai dit ?» de faire revenir au cerveau haut, là, de compréhension. Non, non, on n'est plus à cet endroit-là, en fait. Et de la même manière qu'une femme enceinte, on ne va pas lui dire au moment où elle est en plein travail oui, mais tu as pensé en fait à prendre le pyjama pour le petit une fois qu'il va être né. Non, non, on n'a rien à péter en fait. Ben là, c'est pareil. Il y a un endroit où c'est plus l'heure de ça. C'est plus l'heure des grands discours. C'est vraiment l'heure des sens. Donc, ouais. Ouais, dis-moi. Oui, donc là, tu parles surtout en fait je dirais des personnes âgées qui meurent naturellement. Mais est-ce que c'est le cas pareil pour les personnes qui sont malades, longue maladie? Oui, oui. Là, je décrivais avec une personne âgée parce que c'est l'exemple le plus récent que j'ai. Du coup, avec mon grand-père, j'ai accompagné le 15 janvier, donc il y a 3 mois, quoi, un peu plus de 3 mois, donc c'est tout frais. Mais c'est valable, toutes ces étapes-là, elles s'appliquent à des gens qui sont en fin de vie à cause d'une maladie, peu importe l'âge en fait. Si vous allez dans le milieu hospitalier, là je prenais le cas de la maison de retraite, mais comme je disais, si vous allez en milieu hospitalier, c'est pareil. Les enfants, suivant l'avancée de la maladie et là où ils en sont, et je dis enfants du coup pour bien dire que je prends les deux autres extrêmes en fait, mais ça peut être à 30 ans, à 40, à 50, à 60. Quand la maladie est là et qu'elle vient tellement chercher notre système immunitaire, ça sollicite tellement nos ressources intérieures, qu'en fait, on n'a pas le choix que de revenir à l'essentiel. De la même manière que quelqu'un qui est en fin de vie de manière organique, il n'a plus de ressources en fait, parce qu'il est en train de s'éteindre. Bah là, parce que la maladie prend toutes les ressources, on en revient au noyau, à l'essentiel, quoi. Il n'y a pas, on n'a pas l'énergie en fait de se déployer, regarder des films en entier, non. Et du coup, on le voit dans les hôpitaux avec les enfants. Que voilà, suivant l'avancée de la maladie, des fois, ils n'ont plus l'énergie de voir un dessin animé en entier. Ils n'ont plus l'énergie de tenir une discussion en entier et d'écouter tout ce qu'on leur dit. Et puis voilà, il y a les enfants en milieu hospitalier, il y a aussi parfois et souvent encore le système scolaire qui continue. Et on voit bien les étapes, il y a des moments où ils ne peuvent plus écouter. Parce que c'est pas, en fait, quand un sens s'arrête vers l'extérieur, ça veut dire qu'il est en train de se tourner vers l'intérieur. Quand la vue s'arrête, ça veut dire que la vue, elle est en train de regarder à l'intérieur. Peut-être la personne, elle est en train de dérouler sa vie à l'intérieur, dans sa tête, elle rêve, elle pense, elle somnole plus dans la journée. Voilà. Et pour Louis, c'est pareil. C'est pas parce que Louis s'arrête vers l'extérieur et Louis, elle est seulement là pour les choses essentielles vers l'extérieur, liées à de la nourriture, liées à des choses vitales, liées à des odeurs, liées à des grandes nouvelles. Là, oui. Oui, voilà, il y a Louis, justement, oui. Mais tous les autres moments, ça veut dire que Louis, elle est retournée vers l'intérieur, écouter ce qui se passe dedans. Et on le voit bien quand on est malade. Il ne suffit pas, tout le monde a fait l'expérience au moins une fois d'avoir une grippe carabinée ou une gastro ou un gros rhume. Et on le voit bien quand le système immunitaire est touché, à quel point nos sens sont réduits à écouter ce qui se passe dedans. Aller faire demander à quelqu'un qui a un gros rhume, de lui demander « T'as senti l'odeur du bon plat que j'ai préparé ?» Même pas en rêve. Il sent juste son nez qui coule. Il ne s'arrête pas de couler, il sent qu'il est irrité et que c'est bouché. C'est ça qu'il sent. Du coup, et là, je prends un exemple d'une petite maladie, mais parce qu'on en a tous fait l'expérience. Et heureusement, on n'a pas tous fait l'expérience de grosses maladies, mais dans des maladies plus conséquentes qui viennent challenger encore plus le système immunitaire, il y a vraiment les sens qui retournent vers le centre. Et du coup, on peut voir, autant pour quelqu'un qui est en fin de vie, on sait bien qu'il va vers la fin et qu'il ne va pas remonter. Donc, c'est assez organique, on voit toutes les étapes. Autant quelqu'un qui est en maladie,
c'est juste, ça nous permet juste d'être à l'écoute de ce qui est là. Mais c'est pas parce que quelqu'un qui a un cancer généralisé, qui a 35 ans, qui au niveau des sens retourne vers lui, donc n'ouvre plus trop les yeux, n'entend pas trop. Enfin, c'est pas qu'il n'entend plus, encore une fois, on ne devient pas sourd, hein, on va à l'essentiel. Il écoute pas trop. Peut-être la distinction entre entendre et écouter. Et puis il a besoin de goût, il veut plus manger ce qu'il y a à l'hôpital, il veut manger que ce qu'il aime et tout. C'est parce que là, quand on sent que la personne, elle en arrive à cette étape-là, qu'elle ouvre plus trop les yeux, qu'elle entend plus trop, qu'elle vous écoute plus trop, et qu'elle veut plus manger ce qu'il y a seulement, elle vous parle que de choses, de souvenirs, vous savez que vous en êtes au stade 3. Et que ça veut dire que la personne est en train d'indiquer qu'elle va tranquillement vers les derniers stades du toucher et du mouvement. Mais dans le cas d'une maladie, c'est pas parce que quelqu'un arrive au stade du toucher et du mouvement, et il y a même des gens dans le coma, où le seul sens qui est en lien avec la relation extérieure avec les autres, c'est le toucher et le mouvement. Il y a des gens qui sont dans le coma qui s'en sortent. Et au moment où ils s'en sortent, c'est comme un nouveau-né. Du coup, ils vont réapprendre à goûter, à sentir, à entendre et à voir vers l'extérieur. Ça va se faire par étapes. Donc, dans le cas où c'est les mêmes étapes, c'est juste que dans le cas où quelqu'un est en fin de vie, on voit bien en fait le déroulé et ça ne va jamais retourner comme avant. Alors que dans le cas d'une maladie, on n'en sait rien si ça ne va pas retourner comme avant. Mais en tout cas, ça nous dit là où en est la personne et de ne pas aller au-delà de là où elle en est. Ça ne sert à rien de vouloir la tirer vers le haut si son corps est en train d'indiquer que là, elle est dans la phase 3 où elle a juste besoin de manger en petite quantité les choses qu'elle adore. Elle n'a pas besoin d'autre chose. Elle ne veut plus lire, elle ne veut plus écouter, elle ne veut plus voir. Ok, elle en est là. Et c'est d'écouter, d'être... et ça, je vais en venir à la dernière partie de cette posture d'accompagnant, en fait, de fin de vie, de maladie longue parfois. Donc, voilà un peu les 5 sens. Donc, le goût, l'odorat. Donc là, la personne... Du coup, est-ce que je réponds à ta question? Oui, tout à fait. Oui. Et du coup, si je reviens avec l'exemple avec mon grand-père, du coup, il y a vraiment eu toute cette phase-là où il y avait juste l'odeur et le goût. Voilà, il avait envie de ressentir les odeurs de roses. Il avait des roses dans son jardin. Ma grand-mère aimait cette odeur. Du coup, voilà, moi, j'ai des onguents, des crèmes, en fait, des baumes que je fais avec des roses odorantes que j'ai dans mon jardin. Donc, je les massais avec là, je lui faisais sentir. Puis des fois, il aimait bien sentir son eau de Cologne. Il mettait avec ma grand-mère, il mettait sur les mouchoirs. Voilà. Et puis petit à petit, il y a eu le goût. Il disait ah, je mangerais bien, j'en ai marre, je mangerais bien un bon pâté là, un bon pâté de lapin. Et bien, ok, du coup je me débrouillais pour lui amener et il mangeait 3 fois rien. Je veux dire, il goûtait vraiment comme un enfant qui goûte en fait. Et c'était juste un bout sur une petite cuillère quoi. Et juste le goût, c'était une extase quoi. Ça pétillait, il souriait jusque dans les yeux et il y avait tout le souvenir, quoi. C'était toute la Madeleine de Proust qui était là. Et puis, donc, il y a toute cette période-là, en fait. Et ça, voilà, ça peut être plus ou moins long, suivant les personnes, suivant comment elles sont prêtes à partir ou pas aussi. Parfois, il y a des résistances. Ça, je pourrais en parler une autre fois. Et du coup, alors, juste, c'est une urgence ou pas? Est-ce que je fais mon champ parce que j'arrive pas à bouger? Oui, tu peux si tu veux arriver en détresse. On verra après. Du coup, pardon, j'avais ma fille, une question technique de cheveux. Et du coup, voilà, il y a vraiment tout ça, c'est un rythme propre à chacun, en fait, de comment la personne, elle lâche, en fait, elle écoute ses ressentis. Donc voilà, l'odeur, le goût, et puis et donc du coup, quand ça, après, la personne, elle dit non, c'est bon. Quand elle parle de trucs et que, est-ce que tu veux que je t'amène demain du camembert? Non, ça y est, c'est bon. Du coup, je savais, cette étape, c'était fini. Je savais que c'est bon, on allait vers la dernière étape. La dernière étape, c'est le toucher, le mouvement. Et après celle-là, de la même manière qu'il y a eu la vibration cellulaire et le souffle là, du spermatozoïde et de l'ovule, pour la fin, c'est pareil. Il y a le toucher et le mouvement. Et puis à un moment donné, la seule chose qui reste du toucher et du mouvement, c'est le souffle. Et jusqu'au dernier souffle, un long râle, une respiration qui est plus longue. Et puis ça s'arrête. Et ça, le toucher, le mouvement, c'est vraiment
c'est des pareils, c'est des petites choses. C'est juste tenir la main de quelqu'un, poser sa main sur le front, le masser. Il y a plus, c'est un état de présence où il y a plus, on ne parle plus de rien. On ne parle même plus de goûter les choses et de les sentir. Il n'y a plus. C'est vraiment cet état de présence, de sentir que l'autre est là, vivant, il respire, que moi je suis là, vivante, je respire, et on est ensemble avec ça. Voilà. Et on sait que c'est un fil. On sait qu'à un moment donné, cet état de toucher et de mouvement, il va rentrer dans une profondeur. Dans les tissus, il y a quelque chose qui devient plus profond. Les personnes qui partent de manière tranquille et organique, comme ça a été le cas pour mon grand-père, il y a quelque chose où les respirations deviennent de plus en plus longues, des apnées de plus en plus longues. Le mouvement devient de plus en plus étalé. Le toucher, dans le toucher, je sais pas, la présence, moi j'ai encore en souvenir dans mes tissus, la présence de sa main, de son bras. Et d'autres personnes que j'ai pu aussi accompagner. Et mon grand-père, encore une fois, c'est ce qui est le plus présent. Puis parce que c'était mon grand-père, je crois que je l'ai vécu à 300%. Mais cette qualité-là de toucher, je me souviens de la texture de son bras, de sa peau et la respiration que je sentais dans sa main, en fait, qui était là, en fait. Il respirait. Comment c'était long, c'était ample, c'était quelque chose qui... jusqu'à son souffle qui devenait de plus en plus long, à faire des apnées. Puis bon, comme moi je suis apnéiste, je faisais des apnées avec lui, de plus en plus longues, jusqu'à une dernière qui est très longue, comme un râle de... Et puis ça ne revient plus, il n'y aura plus d'inspire, et c'est la dernière. Et du coup, l'importance des... Donc pour revenir au sujet des sens et des perceptions, c'est vraiment d'arriver à percevoir là où en est la personne au cours de sa vie. On peut l'observer encore une fois chez le nourrisson qui naît, de respecter les étapes, respecter les âges de la vie quand il y a des odeurs qu'on n'aime plus, des choses qu'on ne peut plus manger, la peau qui devient plus douce, on est plus sensible au toucher, puis jusqu'à la fin de vie. Et respecter toutes ces étapes aussi, et c'est la même chose avec les personnes qui sont malades et qui... on ne peut pas dire qu'elles sont en fin de vie parce qu'on n'en est pas certain de manière certaine, comme quelqu'un qui est... Mon grand-père, il est né en 24, je suis nulle en mathématiques, mais voilà, il avait beaucoup plus de 90 ans, donc on peut, c'est comme une rose, un rosier qui est là depuis longtemps dans votre jardin, vous savez, il y a des fortes chances qu'il va s'éteindre. Et c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Pour une maladie, je trouve que c'est toujours difficile pour les gens qui sont atteints d'une maladie... parfois, on dit même incurable, bien que ce serait à discuter. Il y a tellement eu de cas assez fous. Mais en tout cas, je préfère dire quand il y a des situations de vie où le système immunitaire est challengé très, très fortement, je préfère parler de ça que de fin de vie, parce qu'on n'en sait rien si c'est une fin de vie ou pas. Mais en tout cas, c'est une période où on peut observer tous ces sens-là, du coup, qui sont en train de, voilà, d'aller tranquillement, quoi, retourner vers le noyau, vers l'essentiel. Et quelqu'un qui est très malade et qui en est au stade où il veut juste avoir un contact physique, être touché, des fois, être touché, il y en a, c'est juste être présent. C'est même pas de contact physique, c'est juste de présent. Ils sentent la présence. Et là, on est dans le toucher et le mouvement, le mouvement des respirations, dans la présence, où on est ensemble, on est vraiment dans ces sens-là. Et quelqu'un qui est à cet endroit-là, ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Ça veut juste dire peut-être il est en phase de rémission. C'est ça qu'on dit quand on guérit d'une maladie. On dit rémission, ouais. Ouais. Des fois, j'ai des trous avec les mots. Et ben, c'est peut-être juste ça. Il est tellement revenu à l'essentiel, en fait. C'est quelque chose qui se fait naturellement de manière organique. Vous êtes challengé au niveau immunitaire, vous avez besoin de votre énergie. Vous n'allez pas aller vous déployer dans des trucs qui ne vont pas vous servir. Donc, du coup, quelqu'un qui est dans le toucher et le mouvement, il est peut-être juste complètement centré sur lui parce qu'il est en phase de rémission. Il est en train de mettre toute son énergie pour se sortir de cette maladie. Ça ne veut pas dire qu'il va mourir, en fait. Parfois, c'est ça que c'est en train d'annoncer. Et ça, c'est à force d'accompagner que vous allez sentir. Si ça sent la mort, et c'est là où, du coup, on peut parler du sixième sens, quoi, le sens de
l'intuition, ce truc qui vous fait sentir que là, c'est le fil de la mort. C'est pas le fil de la rémission, c'est le fil de la mort. Et ça, c'est à force d'accompagner, vous sentez ça. Et bon, là, ce soir, on aura en replay, mais il n'y a pas de personnel soignant pour partager, ou d'infirmiers, ou des personnes qui sont dans les services fin de vie dans les hôpitaux. C'est dommage parce qu'ils pourraient en témoigner, mais il y a vraiment... il y a ce truc qui fait qu'il y a des jours, vous ouvrez la porte et vous savez qu'il n'y en a pas, la personne, elle ne va pas tenir la journée. Vous le savez à force d'accompagner. Puis il y en a d'autres, vous ouvrez la porte, vous sentez que la personne, elle est dans un état de présence, qu'elle est en rémission. Qu'il y a quelque chose qui est en train, qui ne se voit pas, c'est comme un iceberg, mais dessous, le fait qu'elle ait tout rassemblé et qu'elle ne veut plus manger et que tout ça, elle est en train de solliciter tout ce qui lui reste comme énergie pour aller vers la rémission. Et elle est dans ce processus-là. Et donc, du coup, c'est vraiment, et là, je passe un peu à la deuxième partie, en fait, de l'importance d'écouter, d'observer où en est la personne avec ses sens. Ça parle de où elle en est dans les âges de sa vie, où elle en est par rapport à la mort. Est-ce que c'est quelqu'un qui est âgé, qui va vers la fin de vie? Et du coup, c'est d'écouter ces étapes. Il est hors de question de faire retourner à une étape d'avant. Quelqu'un qui est en train de demander de goûter des vieux trucs, ça aurait été complètement aberrant à la période où mon grand-père voulait goûter un bout de rillette, le bout de pâté, la danette, le chèvre frais. Il adorait le chèvre, mais le bon chèvre frais, ça aurait été aberrant de vouloir lui faire encore écouter une discussion, participer à une discussion, lui montrer encore des photos de je ne sais pas quoi. Non, il n'en est plus là et il ne reviendra plus au stade d'avant. Parce que pour quelqu'un qui est en fin de vie de manière organique et âgé, il ne reviendra pas comme avant. Du coup, c'est d'écouter ça, d'être pleinement présent à ce qui est là. Et si c'est lui faire écouter des choses, mon grand-père, on lui a fait écouter, on lui a mis des musiques qu'il écoutait jeune. Et c'est pareil, je garderai, mais de mon vivant, et toi aussi, bah, du coup, mais sa tête qui s'est tournée, il souriait. Ah bah oui, ça c'était. J'ai sa voix encore qui. Ah bah oui, il n'a pas dit grand chose, hein, il a juste dit ah bah oui, c'était de la musique ça. Puis il a un peu eu un air de refrain, mais très léger, avec sa voix qui raclait, il était en fin de vie. Mais qu'est-ce que c'est beau de voir quelqu'un comme un enfant, qu'est-ce que c'est beau de goûter les étapes d'un enfant, ben, qu'est-ce que c'est beau de goûter ces étapes-là, en fait, de savoir où elles vont et d'être pleinement présent. Et de la même manière, quelqu'un qui est... Ouais, je voulais dire que oui, en fait, moi j'ai découvert un petit peu ce que tu faisais en accompagnant les gens comme ça. Et c'est vrai que quand ce sont des proches, parfois je pense que, je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais je pense que les gens soit ils ont peur de la mort, ou soit ils se disent, de toute façon, il est plus conscient, donc à quoi ça sert de passer autant de temps ou autant. Et combien je me suis aperçue dans l'accompagnement que tu as pu faire avec grand-père, combien je me suis aperçue que c'est tout le contraire en fait. Tout le contraire. On a l'impression qu'il n'est pas conscient, alors que si, il est encore conscient, et qu'on peut dépasser en fait ses émotions et ses peurs pour aller au bout de l'accompagnement, et c'est ce qui est beau en fait, c'est ce qui est magique. Ah oui, et puis dans ce que tu dis, il y a vraiment, ça demande de questionner. Dans nos sociétés, souvent on associe la conscience à quelque chose de cérébral. Donc quelqu'un qui aurait Alzheimer, quelqu'un qui serait dans le coma, quelqu'un qui serait malade et qui serait sous perfusion et qui n'entend plus rien ou quoi, on va dire c'est bon, il n'a plus conscience. Mais en fait, moi je l'ai éprouvé dès toute petite ça, et puis dans mon parcours, en fait, dans mon cheminement avec notamment le Body Mind Centering, on a un module sur les sens et perceptions. Mais je vois bien à quel point body mind, c'est le corps, body, mind, l'esprit, centering, le lien entre les deux. Mais c'est pas l'esprit là dont parle Bonnie qui a créé cet outil, c'est l'esprit à l'intérieur des cellules, cette intelligence cellulaire. Si finalement la conscience était dans chaque cellule de notre corps. Et moi, je suis, par expérience, je peux pas dire autre chose que ça. Pour moi, la conscience, elle n'est pas seulement cérébrale, elle est
elle est propre à une intelligence cellulaire, physique, organique, corporelle. Du coup, ça me renvoie aux animaux. Un animal, récemment, on m'a envoyé une vidéo d'un animal, un poisson sous l'eau qui met une semaine entière et pour éviter que le courant vienne tout enrayer ce qu'il fait. Et avec ses nageoires, il fait des super dessins où il pose des jolies choses pour attirer la femelle. Et bah, si ça, il n'a pas conscience de ce qu'il fait, pourtant il n'a pas le cérébral pour réfléchir et faire un atelier philo sur la question sur ce que c'est la conscience, le poisson. Mais ça montre bien qu'il y a une conscience dans le vivant. L'état originel, en fait. Dès qu'il y a du vivant, il y a de la conscience. Et c'est peut-être nous, notre mental, qui nous sommes écartés de revenir à nos sens et à ce qu'on sent. Et peut-être que la conscience, c'est juste être les pieds dans ses baskets, en fait, et de sentir ce qui se passe plutôt que de vouloir aller ailleurs que ce qui est là. Et du coup, pour revenir à ça, c'est hyper précieux, en fait, d'enlever cette croyance que la conscience, quelqu'un qui n'entend plus, quelqu'un qui ne voit plus, il n'est plus là, ça ne sert à rien. Non, ça serait la même chose que de dire à l'inverse à un enfant, à quoi ça sert de le porter, de l'habiller, de lui parler? De toute façon, il ne comprend rien, puis il ne parle pas. Donc en fait, on n'a qu'à le laisser dans le coin, puis il n'y a que quand il parlera, puis qu'il marchera, qu'il sera intéressant. Donc, c'est un peu le même pendant de l'autre côté, en fait. Et c'est que la conscience, elle est là jusqu'à la fin. Et justement, si elle arrive à être là au sens être conscient de ce qui se passe à l'intérieur, ça donne des départs paisibles. Peu importe s'il y a une maladie, peu importe s'il y a eu un accident grave et puis avec une suite à l'hôpital, un coma, et on sait qu'il y en a pour quelques heures et que s'il n'y a pas de transfusion et que s'il n'y a pas don d'organes et que c'est fichu, voilà, il y a plein de cas de figure. On peut être là, présent jusqu'au bout, à chaque instant. Et on le voit, les personnes qui ont été dans le coma, il y a pas mal de personnes qui en sont sorties, qui partagent. En étant dans le coma, ils se souviennent quand, une fois qu'ils sont sortis du coma, il y a eu plein d'expériences, ils ont reconnu des voix. Des gens qui venaient, ah ben ça fait longtemps que je vous ai pas entendu, je vous ai jamais vu, mais votre voix, je sais que vous vous êtes occupé de moi. Et la personne, elle va être scotchée, quoi. Bah ouais, j'étais en congé, je suis partie 2 mois en congé. J'étais en congé, en arrêt maladie, je sais pas quoi, ou des fois c'est même non, hein, des fois c'est congé parental. Je suis revenue, bah ouais, la personne a été dans le coma. Ça montre bien qu'il y a une forme de conscience. C'est pas parce qu'elle peut pas être nommée et qu'elle remonte pas au niveau du cortex frontal qu'elle n'est pas là. Du coup, c'est vraiment précieux de se souvenir de ça pour pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe, d'écouter, d'observer, de sentir, et d'écouter, d'observer, de sentir. Et d'écouter, d'observer, de sentir. Et jamais amener la personne à un endroit où elle n'est pas. On n'est pas quelqu'un qui est en fin de vie, quelqu'un qui est dans une phase de maladie, voilà, système immunitaire, encore une fois, qui est très, très challengé. C'est pas le moment où on va le rééduquer à aller dans le monde. Il est en train de se battre à l'intérieur de lui-même pour se sortir. Il est dans une bataille intérieure telle, c'est hyper précieux d'écouter ce qui est bon pour lui. Si c'est ne pas manger, c'est ne pas manger. Et je sais que souvent, voilà, on dit, puis s'il y a des charges de médicaments, mais il faut que vous mangez pour faire passer, puis il faut manger pour avoir de la force, puis il faut... Et en fait, est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas juste écouter ce dont la personne elle a envie et besoin? Peut-être que la personne qui est gravement malade, elle reste pour les siens, mais qu'en fait, elle est prête à partir et qu'elle n'a pas envie de continuer en fait à se battre. Et du coup, c'est d'écouter toutes ces étapes et de l'accompagner. Peut-être qu'elle a tellement envie de se battre qu'elle sent qu'il vaut mieux qu'elle arrête de manger, parce que de manger, ça sollicite son système digestif, qu'elle a vraiment plus beaucoup d'énergie et qu'elle préfère passer par un état rachitique pour s'en sortir après. Et tout ça pour dire que c'est vraiment précieux d'écouter, de faire confiance qu'il y a une intelligence du vivant. Et quand je dis intelligence du vivant, c'est vivant avec un grand V. C'est-à-dire que le corps est intelligent, il sait ce qu'il faut faire pour se remettre de la maladie, comme il va tout faire pour, et des fois il y arrive, des fois il n'y arrive pas, il a besoin d'aide extérieure, et c'est très bien que nous soyons au XXIe siècle, qu'il y ait les hôpitaux, qu'il y ait vraiment du matériel, des outils, des médicaments pour soutenir et aider, mais il ne faut pas oublier l'essentiel.
chacun a le droit de vivre la vie qu'il veut jusqu'au dernier moment. Quelqu'un a le droit de dire « je rends mon tablier, j'arrête la bataille ». Et maintenant, je veux qu'on soit pleinement dans la présence avec moi parce que je sens que je vais partir et c'est ça que je veux. Je veux plus me battre. Ou au contraire, de je veux me battre, mais laissez-moi tranquille. J'ai juste besoin de personne dans la chambre. J'ai besoin qu'on me fiche la paix parce que je sens que là, je suis en train de mobiliser toutes mes ressources et je vais être peinard. Et ne vous inquiétez pas, je sens que je vais m'en sortir. Et de faire confiance à ça. Et puis, de faire confiance à nos petits bouts. Je pense aux enfants aussi qui sont atteints de graves maladies, des fois des maladies génétiques, des maladies infantiles, des maladies qui sont là depuis la naissance. Et je pense que j'ai jamais éprouvé ça directement moi parce que j'ai pas vécu ça, j'ai pas d'enfants qui ont une maladie. Mais je peux imaginer comment ça peut être pour un parent, comment ces enfants-là nous donnent cette force-là. Parce que c'est des enfants et que de manière organique, ils sont dans leur jeune âge, ils sont à l'est, ils ne sont même pas rendus au sud, ils ne sont même pas rendus à la période de l'adolescence. Ils en sont encore dans l'éveil des sens et tout ça. Et en même temps, il y a la maladie qui vient les challenger. Et comment finalement ils arrivent à maintenir la famille en santé, je ne sais pas comment dire, tout en étant malades. Pas leur pétillance, par le fait qu'ils sont connectés complètement à la vie, quoi. Il y a des jours où ils ont des cernes jusque-là, ils n'en peuvent plus, ils sont complètement à plat. Puis le lendemain, ils ont la banane quand même. Et on voit bien qu'ils ne résistent pas à ce qui leur arrive, ils se laissent traverser par. Et en se laissant traverser par, il y en a qui arrivent vraiment à trouver de manière naturelle, organique, les ressources se font et puis ils s'en sortent en fait. Parce qu'ils ont écouté leur sens, ils ont écouté l'intelligence de leur corps œuvrer à travers eux. Et souvent parce qu'il n'y a pas encore... ils touchent du doigt la mort sans avoir conscientisé, mis tout un concept que nous, les adultes, on a mis. C'est horrible, que... Non, ils sont dans la mort concrète, quoi. Ils sentent bien qu'ils sont sur un fil et puis, bah ouais, il y a des jours où c'est pas facile, puis d'autres, c'est mieux, quoi. Et du coup, voilà, qu'est-ce que je voulais partager par rapport au sixième sens, à développer ses antennes et son intuition. Moi, je dirais que la meilleure posture pour être au plus juste quand on accompagne des fins de vie et des périodes de sens qui passent un peu en sourdine, qui passent dessous, qui passent sous la surface. Le meilleur outil, c'est la présence à soi, la présence à ce qui est. Et que... Comment expliquer ? Je n'aurais pas pu accompagner mon grand-père de la manière où je l'ai accompagné si j'avais été dans le mental. C'est-à-dire que tout ce que je vous partage, à un moment donné, il faut l'intégrer et l'oublier. C'est quelque part à l'intérieur de vous, il faut lâcher ça. Parce que si j'avais été avec mon mental, je me serais dit « Ah oui, alors là, en fait, ok, il ne voit plus trop, donc après, il ne va plus trop entendre. » Donc en fait, je suis encore dans le mental en train d'analyser et je ne suis pas avec ce qui est là. Donc à un moment donné, c'est de choper ces données que je vous donne, les intégrer et puis les oublier. Et faire confiance que quand vous allez observer, eh ben, vous saurez bien où elle en est la personne. Au-delà de mettre des mots, c'est très simple en fait, de voir quelqu'un qui n'ouvre plus trop les yeux, de ok, ça veut dire il en est là, ok. Donc ça veut dire, et d'écouter ses besoins. Donc ça veut dire son besoin, il est peut-être plus auditif, mettre une musique, peut-être c'est plus l'odeur, peut-être c'est plus le goût. Parce que vous avez entendu une fois, on a pu vous dire comme je le fais là, que les sens se développaient dans cet ordre-là, le toucher, le mouvement, l'odorat, le goût, l'ouïe et la vue. Et que dans les périodes vulnérables de nos vies, ou fin de vie, ou périodes vulnérables, maladie, eh ben, c'est dans l'autre sens. C'est la vision, l'ouïe, et on revient au centre. Et l'odorat, et le goût, et le toucher, et le mouvement. Et que ça se tuile. Ça se tuile en fait. C'est que mon grand-père, on lui a fait entendre de la musique après lui avoir fait goûter le pâté, par exemple. C'était 2 jours après, je crois. Enfin, c'était pas dans un ordre chronologique. Mais en tout cas, quand on voit qu'il y a un sens où en majeure partie, si la vue s'arrête, on voit que la personne n'ouvre plus trop les yeux, bah, voilà, on sait qu'elle est en train de revenir vers le centre.
soit elle revient vers le centre parce qu'elle est en fin de vie et qu'elle va passer, qu'elle va faire le passage, donc elle revient vers soi en fait. C'est comme un bébé qui passe dans le bassin, hein, il se centre sur lui. Soit c'est quelqu'un qui est en maladie et qui est en train aussi d'aller vers le passage, ou qui est en train de se recentrer sur lui pour avoir toutes ses ressources pour s'en sortir et être en rémission. Et du coup, voilà, encore une fois, la seule chose à faire, primordiale, c'est d'être dans cette écoute et cette présence à soi-même. C'est que quand j'ai fait goûter le pâté à mon grand-père, j'étais pas avec mon mental. Moi aussi, j'étais avec tous mes sens. J'aime pas le pâté, j'aime pas l'odeur, moi, ça m'écœure. Et ben, j'ai senti en même temps que lui, il a goûté. J'en ai aussi profité de l'odeur. J'ai pas caché ça. Bah oui, moi, ça m'a rappelé des souvenirs petites quand il en mettait sur les tartines, à la cabane, enfin chez lui, voilà. Et du coup, moi aussi, j'étais avec tous mes sens. J'étais pas ailleurs. J'étais pas en train de regarder le pâté. J'étais pas avec la vision, avec ma vision pendant que lui était avec l'odorat et le goût. J'étais au même endroit que lui. J'étais avec l'odorat et le goût. Vraiment au même endroit. Et du coup, ça, moi, il y a plein de choses que j'ai regoûtées juste pour sentir ce qu'il aimait. Je ne suis pas une fada de la danette au caramel. Combien de danettes au caramel j'ai mangé? J'ai dû en enquiller une dizaine en une semaine parce qu'il mangeait qu'un tout petit bout de la cuillerée. Puis je me disais, oh, bah, j'ai faim, c'est trop bête de laisser. Et du coup, j'étais pleinement à goûter, à me dire, ah oui, quand même, c'est fort ce truc-là. Ah oui, c'est vachement sucré. Ah oui, il aime bien le sucre. Ah oui, je me souviens. Du coup, j'avais. Et après, la vision est venue, le souvenir des étagères de danettes au sous-sol chez lui où il y avait un stock qui était là. Mais c'est d'être pleinement dans vos sens, de la même manière que c'est ça d'être présent en fait. C'est que vous n'allez pas toucher un bébé. Bah, vous n'allez pas faire un discours politique à un bébé, quoi. Je veux dire, vous êtes au même endroit que lui. Et c'est ça en fait. Et même adulte, quand on discute entre adultes, si vous sentez quelqu'un avec qui vous discutez, vous n'avez pas la même vision des choses, vous n'êtes pas au même endroit, ben, vous n'allez pas lui parler de trucs où il ne comprend rien. Vous allez faire un effort, enfin, c'est même pas faire un effort, c'est organiquement, ça s'ajuste en fait, parce que vos sens écoutent, sont en éveil, vous sentez bien ce qui se passe. Si vous serrez trop fort la main à quelqu'un, ou si vous êtes dans le métro, on est dans le toucher, le mouvement, là, du coup, je me souviens de mes périodes à Paris, tout le monde aux heures de pointe, on est tous serrés. Bon, bah, si vous sentez que quelqu'un appuie fort, bah, vous allez réagir, vous allez prendre vos distances, parce que ça colle trop, parce que voilà, et c'est d'écouter ce qui est là en fait, c'est pas d'être ailleurs, c'est pas de se dire ah il m'emmerde, je vais taper plus fort, non, écoutez, peut-être il est en train de dire qu'il a besoin de plus de place. Ben, c'est pareil, on voit bien, un enfant à qui on serre trop fort la main, il va râler ou il va se tendre, bon bah ça veut dire qu'il faut toujours lui tenir la main s'il y a besoin, mais détendre le contact. Ben, les tissus parlent, l'intelligence des tissus parle, et quand vous accompagnez quelqu'un, il n'y a pas une manière de toucher quelqu'un qui serait valable pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'être effleurés au niveau de la peau, d'autres qui ont besoin d'avoir de la pression, d'autres qui ont besoin juste que ce soit un effleurement très léger, un tissu ou une plume d'oiseau. Et ça, c'est différent à chacun. Et même si la personne ne parle plus, ne peut plus vous exprimer par les mots si ça lui convient ou pas, il y a toujours, vous pouvez toujours lire si vous êtes pleinement présent ce qui se passe. Peut-être vous allez voir juste légèrement ça a foncé un peu légèrement là. Peut-être ça signale, ça chatouille. Essayez autre chose. Peut-être le visage, parce qu'il y a une paralysie, ne peut plus rien exprimer. Là, ça va être encore plus challengeant pour vous. Ça veut dire qu'il va falloir écouter au niveau des tissus. D'écouter, vous aussi, de rentrer encore plus dans le toucher et le mouvement. Si vous ne pouvez plus voir sur le visage ce qui se dégage, ça veut dire qu'il va falloir venir vous-même dans les sens et perceptions, retourner à l'intérieur encore plus au niveau du toucher et du mouvement. Et vous allez sentir sous vos mains dans les tissus. Si les tissus ils font un ah, si c'est en train de s'expandre, là, comme la respiration, ou si c'est en train de se condenser, se cristalliser. C'est très subtil, mais c'est là. Si vous sentez que ça se cristallise, ça veut dire que ce n'est pas ça que la personne elle veut et qu'elle a besoin, même si elle ne peut pas vous le dire. Et du coup, vous essayez autre chose. Et ça, c'est plus vous allez être à l'écoute de votre propre sens et votre propre perception, plus vous serez au plus juste. Et moi, ce job de sens et perception, c'est ce qui me guide toute la journée, en fait, pour tout ce que je fais.
pour moi, pour les relations que j'ai avec ma fille, avec mes clients, voilà, je dis pas patient aussi, voilà, comme tout à l'heure, je dis pas EHPAD, je dis maison de retraite, et ben je ne dis pas, je dis pas patient, parce que patient c'est quelqu'un qui est passif. Et moi, je pense que tout le monde peut être acteur de là où il veut aller. Donc, je préfère dire client, je rends un service. Voilà. Du coup, mes clients, c'est pareil. Quand quelqu'un vient et qu'il a une vertèbre déplacée, c'est mes mains. C'est à travers l'écoute en fait, de cette respiration dans les tissus où je vais sentir est-ce que la cause, c'est cette vertèbre? Est-ce qu'elle est ailleurs? Parce que je sens si sous les tissus, c'est en train de s'expandre par endroits, se condenser par d'autres. Où est-ce que c'est cristallisé? Où est-ce que ça dit oui? Et où est-ce que ça vient dire non? Ah, ça fait comme ça. Et ça, c'est l'intelligence du toucher, du mouvement. Le premier sens, la kinesthésique, c'est quelque chose de très cellulaire, de très profond, en fait. Et plus on touche ça, plus on touche à un état de présence. Et plus on peut sentir ce qui se passe au niveau de tous les autres sens. Tous les autres sens. Ce qui se passe pour quelqu'un dans la vue, Et puis, il y a aussi, on peut faire cet exercice pour soi-même. Parce que pour se mettre au diapason avec quelqu'un qu'on accompagne, donc au travers des 5 sens, à travers fin de vie ou maladie, en période de rémission, en période de chute, en période de je vais vers le départ, et peu importe l'âge, encore une fois, bah, c'est d'aller dans vos sens. Et du coup, peut-être jusqu'à maintenant, par exemple, si je prends la vue, qui est la chose la plus développée et dans nos cultures encore plus, on est toujours sollicité, c'est comment vous regardez autour de vous. Est-ce que vous avez un regard qui est très dirigé, très tiens, je veux regarder si la plante derrière moi où elle est pas, puis je regarde. Ou est-ce que de manière organique, je me tourne vers la plante, puisque je suis avec la vision, et je laisse la plante, l'image de la plante, rentrer à l'intérieur de mon œil, là, de mes yeux, venir se déposer au fond, puis après, bon, il y a tout le circuit, là, ça se croise et tout dans le cerveau qui va me donner l'image de la plante, mais est-ce que je suis dans une démarche où je vais toujours vers dans j'ai la solution, c'est vraiment frontal, quoi, j'y vais, et on en a besoin, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais essayez de voir comment tous vos sens, vous pouvez vous laisser toucher par chaque sens. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, tiens, on va faire, si tu veux, Evelyne, on peut faire ce truc-là. C'est que si tu prends ta main et que tu la poses sur ton autre bras. Et ben, tu vois, au-delà, tu sais que tu touches ton bras, il y a ton cerveau qui sait que tu touches ton bras. Mais si tu descends une couche du dessous, est-ce que ta main, les tissus de ta main, sentent qu'elle touche un bras, le tien? C'est compliqué pour moi. Est-ce que si tu descends juste dans la sensation de la peau, est-ce que là, du coup, tu peux, ta main qui est sur ton bras, est-ce que tu peux dire ce que tu sens sous ta main, dans la sensation? Non, j'ai toujours beaucoup de mal avec ça, moi. Eh ben, tu peux jouer à ça et petit à petit, ça va venir. C'est vraiment cette qualité-là de soi-même se laisser toucher. Quand on touche quelqu'un, bah, au-delà de je le touche, c'est de vous laisser toucher par je touche mon bras, je me laisse toucher par mon bras. Ça donne quoi comme info à ma main? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Et là, j'ai pris la main parce que nos mains, c'est un des endroits où on a plein de terminaisons nerveuses très sensibles et c'est là où on reçoit le plus d'infos. C'est là où c'est le plus facile. Et de jouer à ça. Et si c'est pas là, c'est OK. Ça ne sert à rien de se triturer la tête. Ça va faire l'effet inverse. Mais de jouer plusieurs fois par jour. Tiens, vas-y, j'essaye l'autre main sur l'autre bras. Allez, il y a quoi sous ma main en termes de sensation? C'est doux, c'est rugueux, c'est froid, c'est chaud. Qu'est-ce que ça raconte? Et plus vous arriverez à être au contact de ça, plus vous serez au contact de vos sens et perceptions, plus du coup vous le serez aussi avec les autres. C'est que du coup,
quand j'accompagne quelqu'un, quand je goûte, quand la personne en est au stade où elle a besoin de goûter des choses et que je goûte avec elle, alors c'est pas forcément en premier sens du terme, encore une fois, le pâté, j'ai pas goûté, hein, c'est pas moyen. Mais c'est que je suis dans cette même qualité, je goûte, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait de sentir ce truc, de voir la personne manger ça? Qu'est-ce que moi, ça réveille chez moi? Où est-ce que ça vient me toucher dans mes propres sens? Quand la personne, je sens qu'elle est dans l'ouïe, elle a envie d'écouter une musique. Alors peut-être si je ne la connais pas très bien, je vais demander à la famille qu'est-ce qu'elle aime écouter comme musique. Ok, je lui mets. Peut-être moi, pareil, j'écoute. Qu'est-ce que ça fait en moi d'écouter cette musique? Et du coup, à ce moment-là, je suis pleinement avec la personne parce que je suis au même endroit qu'elle. Je ne suis pas en train de me dire, ah, j'aime pas cette musique, nanani, nanana. Non, je suis pleinement en train de l'écouter au sens où j'écoute qu'est-ce que ça me fait d'écouter cette musique. Ça réveille quoi comme sensation? Est-ce que c'est désagréable pour moi? Est-ce que c'est pas des souvenirs ou au contraire, est-ce que c'est des souvenirs agréables qui viennent? C'est une chanson qui me rappelle telle période? Ah non, je la connais pas, c'est complètement nouveau. Ah, ça réveille mon système nerveux, je sens que ça me comprime. Écoutez ce qui est là. Et plus on écoute. Je trouve que c'est plus facile. Oui, pardon Claire. Je trouve que c'est plus facile de. Tu vois, cette expérience, c'est plus facile pour moi que moi-même avec mon corps, si tu veux, les ressentis. J'arrive plus dans ton deuxième choix, comme partager la musique ou autre que tu dis, de sentir ce que l'autre est. Ça, pour moi, c'est plus facile, tu vois. Et oui, parce que peut-être toi, ça donne une clé sur tes portes d'entrée. Parce qu'on a tous, il y a le développement de ces sens-là dans l'ordre où je vous l'ai dit. Et puis la fin de vie où ça va dans l'autre sens, ou la maladie qui a besoin de se recentrer, du coup ça va dans l'autre sens. Et après, on a tous nos portes d'entrée favorites. Et sans doute, ta porte d'entrée favorite, elle est plutôt auditive de ce que tu dis. Moi, j'ai une porte d'entrée. Ma porte d'entrée, tous les sens sont en éveil chez moi, très développée. Ma porte d'entrée, je dirais, favorite, c'est vraiment le sens, le 6e de l'intuition et celui du toucher et du mouvement, qui est très, très, très présent chez moi. Je touche quelque chose, je sais ce qui se passe. Et du coup, c'est comment on trouve la porte d'entrée qui est la plus évidente pour nous pour rentrer dans cet état de présence à soi-même. Et plus on est dans cet état de présence, plus on peut sentir où l'autre est aussi, être présent avec lui. Et du coup, petit à petit, quand on accompagne du coup ces passages-là, c'est vraiment d'écouter au-delà de nos portes d'entrée favorites, c'est d'aller voir. On peut apprendre en même temps que les gens qu'on accompagne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que peut-être là, aujourd'hui, de toucher ton bras ou de toucher quelqu'un, c'est difficile de sentir ce que ça te procure en termes de sensations. Et puis peut-être le jour où tu seras amené à toucher, si ça vient, même grand-père, tu l'as aussi touché, tu vois, donner la main. Peut-être là, est-ce que tu as le souvenir de ce que ça t'a fait? Tu vois, dans le ressenti. Est-ce que tu as une mémoire de ça ou pas? Non, non. Et alors, c'est là autant j'ai une mémoire des ressentis dans le son, dans ce qu'on a pu partager avec le son, les photos, mais dans le toucher, beaucoup moins, ouais. J'ai du mal. Et c'est là où, du coup, si vous savez ça, que c'est difficile pour vous et vous accompagnez quelqu'un et que ce n'est pas un de vos sens favoris comme porte d'entrée, le toucher, le mouvement, et que vous savez que c'est le dernier sens à arriver, qu'après, c'est le dernier souffle et qui est dans le toucher, le mouvement et ça s'arrête, et peut-être vous pouvez juste être dans... Moi, ce que j'appelle le toucher cellulaire, un toucher de présence. Ce n'est pas tant un toucher qui est dans une présence de qualité de toucher, de sentir, parce que vous n'arrivez pas à sentir ce qui est bon ou pas bon pour la personne. Et du coup, si vous ne sentez pas, allez pas là, parce que peut-être vous allez lui faire du mal plutôt que du bien. Si vous le massez trop fort, pas assez, si vous n'arrivez pas à sentir, en fait, et que la personne ne peut plus vous donner d'infos, prenez pas le risque d'aller dans un endroit comme ça. Mais vous pouvez toujours être dans ce que j'appelle un toucher cellulaire. C'est un toucher de cellule, ça respire, quoi. Juste un toucher de présence, de poser sa main, puis juste d'être là avec.
Puis bon, si vous sentez rien, eh ben vous êtes juste ensemble. Vous sentez que vous êtes juste ensemble. Et c'est déjà énorme. C'est une qualité de présence qui est grandement suffisante et mieux vaut ça que rien, en fait. Oui, bien sûr. Juste d'être dans cette qualité de présence-là. Donc voilà un peu. Et par rapport à ce qui, en ce moment, à cette notion de mode confinement, et j'ai bien conscience, en fait, que, et notamment dans ces endroits-là encore plus, quoi. Dans les fins de vie, le fait qu'on est confiné, on n'est pas toujours autorisé à accompagner nos proches dans ce déploiement des sens, de répondre à ces besoins d'essence. Il y a ça, il y a en milieu hospitalier, les services sont dans certains endroits à bloc avec le Covid. Et du coup, il y a des gens qui meurent seuls. Et du coup, tout ça pour dire que c'est pas tant une question non plus de quantité que, en fait, soit on peut... ça réveille beaucoup de peur, en fait, cette période. On peut avoir peur de mourir seul, on peut avoir peur en tant qu'accompagnant, en tant que personnel soignant, de ne pas arriver à accompagner, de ne pas faire son job comme on veut, on n'a pas signé pour ça, on se retrouve à courir, ça peut réveiller beaucoup de stress et de peur. Les familles qui ont peur de ne pas pouvoir accompagner, de ne pas pouvoir aller à l'hôpital rendre visite, de comment ça va se passer après, l'enterrement. Et il y a les mêmes peurs du côté de la naissance d'ailleurs. Et en fait, si vous êtes dans cet état de présence, c'est pas tant la quantité que la qualité. Et qu'en fait, même si vous ne pouvez pas aller tous les jours à l'hôpital, même si vous ne pouvez pas passer autant de temps, même si vous voudriez être près de votre grand-parent à la maison de retraite et lui donner la main et de rester toute la journée et que ce n'est pas possible légalement là en ce moment, c'est là où du coup, encore une fois, de la même manière que les sens, voilà, toucher, mouvement, odorat, goût, oui, la vue, et puis hop, on fait dans l'autre sens. Mais le tout premier avant de toucher le mouvement, ce que j'appelle le sixième sens, c'est l'instinct, c'est la reliance à la vibration, quoi. La vibration de l'ovule et du spermatozoïde avant qu'il se rencontrent, la vibration de l'univers avant qu'il y ait le Big Bang et que ça se crée avant la création. Cette vibration, cet instinct. Et ça, vous pouvez continuer à avoir cet état de présence depuis chez vous en lien avec la personne. Et du coup, plutôt que de rester où la peur prend toute la place, ah, j'ai peur de ne pas être là quand il va partir, et ah, ça réveille énormément d'émotionnel. Plus vous allez être là-dedans, plus vous êtes envahi par ça, et moins vous serez présent à ce qui est, moins vous serez présent à vos sens, et moins vous serez présent au sens de la personne, parce que le peu de temps où vous pourrez être près d'elle, vous serez tellement dans l'émotionnel que vous ne pourrez pas être pleinement présent au sens de ce qu'elle a besoin. Et que oui, l'idéal, c'est de pouvoir être au plus près et de rester le temps qu'on sent qu'on aurait besoin. Et en même temps, avec ce qu'il y a en ce moment, et ben, on fait avec ce qui est là. Et faire avec ce qui est là, et ben, peut-être c'est, du coup, si je reprends encore une fois l'exemple avec mon grand-père Raymond, peut-être si, parce qu'il est parti à temps, hors période Covid, à peu de choses près finalement, bien peut-être si c'était maintenant, j'aurais pas pu être aussi près que lui. Peut-être il aurait fallu que je bataille à un endroit parce que c'est important pour moi, puis peut-être je me serais trouvée face à des murs, à des portes, à une limite légale où je peux pas. Et peut-être qu'à ce moment-là, eh ben, c'est de revenir à moi, à mes propres sens, et peut-être que finalement, bah moi, je vais pouvoir manger du camembert, moi, je vais pouvoir sentir le pâté, et en le sentant, bah, je pense à lui, puis d'une manière, je suis avec lui. Et puis peut-être que si j'ai le droit de le voir qu'une heure par semaine, et je dis n'importe quoi, j'en sais rien, ce qui aurait pu être possible, bah peut-être que pendant cette heure, au moment où je vais arriver, je vais écouter, je vais recentrer encore plus. Qu'est-ce qui est le plus important? Si j'ai qu'une heure, si je peux ni lui faire goûter le pâté, j'ai pas le temps de lui faire goûter le pâté, et puis de lui faire écouter la musique, puis je vais pas lui mettre tout ça parce que ça fait trop d'un coup, qu'est-ce qui est le plus important? Et peut-être le plus important, c'est de revenir au premier sens, le toucher et le mouvement. Et le toucher, d'être dans cette présence cellulaire. Bah, peut-être c'est ça. C'est juste de dire, bah, t'es là, je suis là. Et puis bah, peut-être on peut juste le nommer, le pâté. On n'aura peut-être pas le temps de le goûter, mais juste de le nommer, bah, on a déjà juste l'odeur et le goût. Moi, juste là, en vous le nommant, j'ai l'odeur et le goût quoi, qui arrivent dans ma bouche. Quoi. Et
du coup, c'est de pas se laisser envahir par la peur et par l'émotionnel dans ces périodes-là, et encore dans ces périodes-là de fin de vie, de maladie, d'accompagnement de maladie, de rester vraiment présent à soi. C'est très, très précieux. Et les personnes ont besoin de ça quand on les accompagne. Si on est dans l'émotionnel, ça les rend tristes aussi, ça les aide pas en fait. Elles ont vraiment besoin qu'on soit pleinement avec ce qui est là. Et encore plus en ce moment, ne vous laissez pas envahir par la peur. Restez à l'écoute de vos propres sensations. Et même si vous pouvez voir la personne qu'1 heure par semaine, soyez pleinement là. Pleurez des litres avant si vous avez besoin de pleurer. Si vous êtes en colère que vous ne pouvez pas la voir plus, mais écrivez de l'écriture automatique, brûlez des lettres, écrivez à l'hôpital qui vous emmerde, et puis au président, puis au Covid, faites tout ça, mais avant, libérez-vous de l'émotionnel pour rester centré en fait. Et c'est la même chose que je transmets les 5 sens pour les naissances en fait. Les mamans qui ont peur en ce moment de est-ce que je vais enfanter à la maternité, mais comment ça va être, est-ce qu'on va vraiment m'accompagner, puis j'ai plus vraiment de suivi, puis j'ai plein de questions qui viennent, j'ai peur, je suis toute seule à enfanter en fait, là il n'y a plus personne pour m'épauler parce que le suivi avec la sage-femme finalement il se fait au téléphone, et puis finalement je vais rencontrer beaucoup plus tard l'équipe parce qu'ils sont occupés, puis est-ce que ça va le faire, et puis du coup c'est plein de stress et plein de peur dans ces passages de vie pour plein de gens, et encore plus en ce moment. Et du coup, votre job, c'est vraiment en tant qu'accompagnant, et puis pour les personnes qui on s'auto-accompagne, j'ai envie de dire en premier, c'est de revenir à ses sens, et ses perceptions, parce que ça, c'est tout le temps là. C'est très concret, c'est lié au corps, c'est comme la méditation de pleine présence, c'est revenir à l'essentiel pour enlever la peur, laisser la peur de côté et devenir ok, là je sens ça va. Je sens ça va. Même si je ne vais pas rencontrer l'équipe médicale avant la naissance, même si je suis en fin de vie et j'ai les pétoches de mourir seule et ma famille, je la vois qu'1 heure par semaine. Ça va. Ça va. Et peut-être il y a d'autres choses qui peuvent se mettre en place. Peut-être voilà, il y a le personnel soignant, quand ils passent dans la chambre, et ils font votre numéro et puis ils n'ont pas le temps de rester, donc le téléphone est décroché et puis vous parlez. Vous savez que la personne qui est à l'hôpital vous entend, même si elle ne peut plus vous parler peut-être, mais elle vous entend quand même. Il y a quelque chose qui est là. Et peut-être vous allez allumer la musique chez vous qu'elle aime et elle va l'entendre à travers le téléphone. Et il y a toujours quelque chose à faire si on est pleinement présent avec les sens et perceptions, mais c'est juste un cadeau qui nous est donné, quoi, en étant vivant sur Terre, d'avoir ces portes d'entrée pour pouvoir être pleinement présent et accompagner en toutes circonstances et de faire avec ce qui est là. Mais c'est sûr que si on est juste, on se laisse embarquer par l'émotion, du coup, on n'est plus présent aux sensations. Une émotion, elle est liée à des sensations. Donc, s'il y a de la colère qui est là, écoutez physiquement, elle est où cette colère? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous donne chaud? Est-ce que vous vous sentez à l'étroit? Est-ce que vous avez du mal à respirer? Écoutez, une émotion est forcément liée à des sensations. Donc, si la peur est là, écoutez la peur. Elle est où dedans? Elle est où dedans? Et en faisant ça, vous allez revenir au sens et aux perceptions. Et vous pourrez de nouveau accompagner pleinement en étant dans cet état de présence, d'écouter où elle en est la personne, c'est quoi son besoin. Et d'éveiller peut-être, plus vous allez faire ça, plus vous allez éveiller votre 6e sens. Et que même si vous êtes loin, allez savoir pourquoi, vous allez peut-être sentir que voilà, votre conjoint qui est à l'hôpital et qui est en fin de vie et que vous ne pouvez pas les voir et qu'avec les enfants c'est galère, il faut choisir, il n'y a que 2 personnes, c'est pas plus, c'est 1 heure par jour, il faut faire des choix. Peut-être que le moment où vous n'êtes pas avec lui, évidemment, ça ne vous suffit pas, vous voudriez être tout le temps avec lui et lui donner la main quand il va partir. Peut-être que de chez vous, de là où vous êtes, vous pouvez juste être relié à lui et sentir qu'est-ce que ça vous fait de sentir, qu'est-ce que ça vous fait de penser à lui, qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Puis peut-être de vous-même, vous allez avoir l'image d'un plat, de quelque chose et vous dire, bon, demain, c'est sûr, je cuisine ça, je lui amène ça, je sens, j'ai pensé à ce plat-là, j'ai trop envie de lui amener et vous lui amenez. Et par contre, si vous vous faites envahir par la peur, ça va être compliqué. Parce que du coup, c'est la peur qui va vous régir. Du coup, vous n'allez plus être présent à vous-même et vous n'allez pas pouvoir être présent à l'autre. Et vous allez juste lui transmettre du stress, de la peur, de l'émotionnel, de la charge. Et c'est pas aider les gens. Les gens, ils sont tellement
tellement vulnérable, tellement fragile comme un nouveau-né, quoi, comme une femme qui va bientôt enfanter, comme une femme enceinte. Il y a les sens qui sont exacerbés, en fait. Il y a vraiment besoin de les écouter. Vraiment, vraiment, on peut pas les nier. On peut juste être présent à ce qui est là, au maximum de ce qui est possible. Donc, voilà un peu pour le partage de ce soir autour des sens et des c'était perceptions. très, très intéressant, bien que j'ai eu l'occasion de te voir œuvrer. Mais donc, du coup, j'ai vu comment, là, ce soir, tu le racontes, mais je t'ai vu aussi le faire. Et ouais, c'est vraiment. En fait, on en ressort, pour ceux qui restent, qui accompagnent les fins de vie de proches ou n'importe, je trouve qu'on en ressort grandi, quoi, en fait. Le fait d'accompagner une personne à qui on est très attaché, de l'accompagner dans ces moments-là, je trouve qu'on en ressort grandi parce qu'on a. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui avait très, très peur de la mort il y a pas si longtemps que ça encore. Mais le fait d'en parler, le fait justement avec toi d'avoir pu discuter et tout, et d'avoir mis en pratique aussi les choses que tu m'as enseignées, et ben, je trouve qu'on en ressort grandi et plus fort en fait. Et, il nous reste je dirais qu'il nous reste presque que les bons moments de ces passages de vie à mort. Il reste que les bons moments en fait. Parce que justement, on est passé par-dessus la peur, on est passé par-dessus des appréhensions, des méconnaissances. Et quand on passe au-dessus de tout ça et quand on s'informe, bah, je trouve qu'on en ressort grandi, oui, vraiment, vraiment. Oui, c'est ça. Et ça, c'est tout mon job à moi d'accompagnante. C'est bien que tu dises ça, de tendre la main aux familles, en fait. Oui. Moi, ce que j'adore, c'est pas d'accompagner pour prendre la place de quelqu'un. La place des accompagnants, c'est d'abord la famille. Avant tout le monde, même avant le médecin, le meilleur chirurgien du monde, le meilleur cancérologue du monde. Mais la meilleure personne pour accompagner quelqu'un, c'est pas le cancérologue qui va vous sortir du cancer. Lui, il fait son job. Lui, c'est la meilleure personne qui soit pour accompagner la maladie. C'est son job, hein, c'est cancérologue. C'est un spécialiste de ça. Mais la meilleure personne pour accompagner la personne qui est malade, c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille et c'est l'humain. C'est l'humain en premier. L'humain, ouais, la famille, les amis, c'est sûr. Ouais, c'est ça. L'humain, ça peut être un meilleur ami ou un collègue hyper proche. C'est l'humain en premier. Et ça, moi, mon job, c'est de transmettre ces outils pour que tout le monde puisse accompagner, en fait, ses proches vers la fin de vie, dans des phases pas faciles quand il y a une maladie, de pouvoir être présent à ce qui est, peu importe ce qui arrive, en fait. Et ça, c'est hyper. Moi, ça me met c'est ce qui me nourrit, ça me met en joie. Quand je t'entends, tu vois, quand j'accompagne des familles, que des familles me disent ouah, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu toucher ma fille avant de faire la mise en bière, par exemple. Ouais. Et du coup, les sens et perceptions, là, j'ai parlé jusqu'à la fin de vie. Bah, je peux peut-être en parler un petit peu, mais on peut vraiment s'en servir aussi à chaque étape une fois que la personne est morte pour les vivants, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un est mort, son corps, il bouge. Dans les tissus, ça bouge. Ça va continuer de circuler, en fait, au niveau c'est très, très flagrant au niveau du cœur. Un cœur qui s'arrête de battre, c'est le premier truc qui s'arrête quand quelqu'un meurt. Du coup, avec la respiration qui s'arrête, le souffle, le cœur s'arrête. Si vous posez votre main sur le cœur de quelqu'un qui vient de mourir, mais je vous assure, pendant des jours, là récemment, je l'ai fait pour une amie qui était décédée, toute jeune, et elle n'a pas eu de soins de conservation. Donc ça veut dire que tous ses organes étaient encore en elle. Donc son cœur était encore là. J'ai posé ma main sur son cœur parce que je sentais qu'il y avait de la panique, mais je sentais la mémoire de la pulse de son cœur. Parce que quand même, notre cœur, de notre premier à notre dernier souffle, il bat, il ne s'arrête pas.
Donc, c'est en gros, ça serait comme un moteur de voiture. Vous n'aurez jamais arrêté du haut de vos 5 ans, si vous avez un petit bouc à 5 ans qui meurt à 5 ans, du haut de vos déjà 5 ans, c'est énorme, déjà quelques mois. Enfin, je veux dire, c'est long en fait, quoi. Ça ne s'est jamais arrêté. Donc, du coup, vous pouvez poser votre main, mais la mémoire du rythme dans les tissus, elle est là. Et du coup, c'est pour ça que dans plein de cultures, on laissait les corps au moins 15 jours, en fait, jusqu'à temps que la mémoire s'arrête. C'est comme s'il y a quelque chose qui est encore là dans les tissus. Bon, nous, c'est un peu plus court, donc au niveau légal, donc on s'ajuste, mais c'est de sentir que ça s'arrête, de rester dans le toucher, le mouvement, de sentir ce qui se passe si vous avez cette sensibilité, c'est un vrai cadeau. Et puis de sentir au niveau de la peau, elle bouge en fait, les fascias bougent, puis que ça se durcit. Il y a une période où ça va devenir froid et se durcir, et après ça va de nouveau se ramollir en fait. Il y a différents stades. Donc là, j'utilise encore les sens et perceptions. J'utilise le toucher pour permettre aux familles qui le souhaitent d'accompagner leurs morts, de les laver, de sentir, voilà, commencer de bouger un corps dans les tissus, la peau. Voilà, de laver le corps, de mettre les odeurs. Pareil, si on a eu la chance de pouvoir questionner la personne sur les odeurs qu'elle aimait, et ben, on peut du coup la parfumer, lui mettre des crèmes avec des odeurs qu'elle aimait, ce que j'ai fait avec mon grand-père. On avait discuté de tout ça tous les deux avant qu'il parte, donc il savait exactement. En fait, c'est aussi ça, les sens et perceptions. Du coup, c'est très bien que tu m'amènes sur ce terrain-là, une fois que la personne est morte, c'est que si vous avez l'occasion d'échanger des sens et des perceptions avant que la personne décède, parce qu'elle est OK de discuter de ça, puis elle en a moins peur parce que vous l'accompagnez, puis elle sent que c'est la fin, elle va pouvoir vous guider au niveau de tous les sens. C'est-à-dire le toucher, le mouvement, vous allez sentir comment son corps est. Donc, quand le corps est mort, vous allez savoir comment le tourner, comment le laver, comment des endroits peut-être avec la maladie qui étaient fragiles, d'appuyer moins fort, tout ça. Il y a toucher, mouvement, l'odorat et le goût. Du coup, vous allez pouvoir, alors le goût à ce moment-là, c'est plus vraiment, on l'utilise plus, mais en tout cas l'odorat, vous allez pouvoir lui mettre des crèmes, lui mettre des odeurs qu'elle aimait. L'ouïe, vous allez du coup penser à l'ouïe, c'est-à-dire que vous pouvez penser à des musiques que vous pourrez utiliser à la cérémonie ou faire défiler des photos si la famille qui vient voir le corps peut voir. Du coup, on a avec l'ouïe, la vue avec les photos et puis avec aussi le défunt de son vivant. Est-ce qu'il nous a dit comment il voulait être habillé quand il est mort? Comment il veut ressembler à quoi en fait? Et du coup, là, on est aussi dans les sens. Et après, au niveau de la cérémonie, bah, on est encore une fois, on est avec, en plus des 5 sens, on est avec les éléments. Mais c'est pareil en fait, c'est que le corps, on le voit. Et moi, j'invite la famille pour chaque étape en fait. Et par exemple, l'étape de la mise en bière qui est souvent très douloureuse pour beaucoup parce qu'il y a la vue, le sens de la vue. Et c'est irrémédiable. Du moment où on scelle, on ferme le cercueil, on scelle, c'est terminé. On ne verra plus jamais la personne. Du coup, pour passer ce stade-là de la vue, et ben, du coup, j'invite cet exercice-là de regarder la personne plutôt que de la regarder, ah, c'est la dernière fois, c'est les dernières minutes, c'est de la regarder en laissant l'image de la personne rentrer à l'intérieur de vous, dans un regard beaucoup plus introspectif, de laisser rentrer l'image. Laisser rentrer l'image. Je propose du coup ça pour la vue. Je propose de mettre une musique qui aide au niveau émotionnel, une musique que la famille aime ou que le défunt aime au moment de la mise en bière. Donc, on est avec lui. Au niveau de l'odorat, je propose de mettre un encens que la personne aimait, une odeur que la personne aimait. Ou du coup, à chaque fois que vous ressentirez cette odeur dans la vie, vous vous souviendrez de ce passage. Ce sera un moment plus doux. Ce n'est pas quelque chose qui est brutal. Au niveau du goût, bon là, je n'utilise plus à ce moment-là. Et au niveau du toucher, j'invite les personnes une dernière fois à toucher le corps du défunt, puisqu'il va y avoir la mise en bière, les yeux fermés. Ouverts si elles veulent, mais j'invite souvent les yeux fermés parce que quand on a les yeux fermés, on sent plus ce qui se passe. Et vraiment de faire ça, moi aujourd'hui, si je ferme les yeux, je suis pas suffisamment douée en termes de sculpture, mais je pourrais sculpter le visage de mon grand-père. Je me souviens exactement de la taille de son front, des arcades, les pommettes où elles étaient, les joues.
les lèvres, le nez, comment son nez est, un poil qui était là, enfin, les détails, la taille des oreilles, parce que je l'ai touché une dernière fois en fermant les yeux. Et du coup, tout ça, moi aussi, je reviens au toucher, au mouvement. Pour les vivants aussi, quand on accompagne la fin de vie, les maladies, puis quand on accompagne nos morts après, on s'accompagne nous-mêmes. Et de revenir à ces sens-là, on se ressent sur soi et on emmène avec soi quelque chose. On laisse se déposer à l'intérieur de soi. Et du coup, j'utilise aussi les sens et perceptions dans ça, dans aider les familles à accompagner leurs morts et à s'accompagner eux-mêmes pour vivre le départ, le passage, chaque étape, on ne va plus voir la personne. Après, il y a l'encens, ça va s'arrêter, on ne va plus le sentir. Et puis, voilà, jusque la mise en fosse, si c'est au cimetière, en enterrement, jusque l'incinération, si c'est au crématorium. Voilà, c'est des étapes qui, à chaque fois, sont irrémédiables, de la même manière que voilà, une fois qu'on est et qu'on a tous nos sens qui développent, c'est irrémédiable. Une fois qu'on a le goût, on ne peut plus ne plus l'avoir, enfin, sauf si maladie, mais voilà. Quand on meurt, c'est pareil, on ne peut plus, voilà, on n'entend plus, on ne voit plus, on ne reviendra plus comme avant. Et c'est pareil, une fois que la personne est décédée, c'est comment ces 5 sens peuvent vraiment être un support pour les familles, pour emmener avec soi, revenir avec soi et utiliser tous ces sens-là. Donc voilà, merci d'avoir ouvert ça parce que j'utilise aussi les 5 sens, c'est accompagner les fins de vie et accompagner au-delà en fait, accompagner le corps des morts et accompagner les familles à sentir le corps de leur mort pour chaque étape en fait, prendre avec soi. Et du coup, tout ça, ça crée comme une bibliothèque en fait, une bibliothèque d'expérience de tous nos sens et nos perceptions et c'est doux quand c'est comme ça. Parce que si ça reste seulement lié à de la vision, comme encore une fois on est dans des sociétés très visuelles en Occident, on ne touche pas trop les morts, voilà. Il y en a qui le font, c'est des pompes funèbres et tout ça, mais nous on ne veut pas, alors qu'on a le droit. Mais du coup, c'est dur en fait, c'est ça qui fait que ça rend les choses dures, c'est qu'il n'y a rien à quoi vous pouvez vous raccrocher parce que vous n'étiez pas dans les sens et perceptions, vous étiez dans la vue et dans l'émotionnel. Ah, la personne elle est morte, je vois qu'elle est morte, c'est horrible, je ne pourrai plus la voir et je suis dans l'émotionnel et puis paf, on ferme le cercueil, je ne la vois plus et on est encore dans la vision et puis paf, je ne la vois plus, elle est dans le camion, puis on ressort pour le crématorium, on ressort pour l'église. De nouveau, je pleure parce que je vois le cercueil et puis je vois le corps qui est dans le cercueil. Dès que je sais qu'on ne va plus réouvrir, donc je pleure. Après, on sort le cercueil, on le remet dans le camion, puis on arrive au cimetière, on est encore dans la vue. Au crématorium, on est dans la vue jusqu'à temps qu'on ferme le rideau pour le crématorium, on ne voit plus, c'est fini. Donc là, de nouveau, on pleure parce qu'on visualise le cercueil qui est en train de s'enflammer et qu'on ne verra plus jamais. Quand c'est au cimetière, on met dans la fosse, on remet une plaque, paf, on ne voit plus, c'est irrémédiable. Donc, on n'est que dans la vue, en fait. Et si on n'est que dans la vue, mais quelle douleur on s'inflige. Quelle douleur on s'inflige pour les vivants qui restent, en fait. Et si on revient à tous les sens, s'il y a de la musique, s'il y a une odeur, un encens, s'il y a le toucher qui est possible jusqu'au bout, ouais, de pouvoir porter le cercueil de quelqu'un. Combien de familles m'ont remercié de les avoir accompagnés. Et moi, vraiment, mon support, c'est le sens et les perceptions. Parce que j'ai pu juste les encourager dans ma présence à ce qu'ils puissent porter leur mort. C'est important de sentir le poids d'un mort, en fait. Toute la marche que vous allez faire au cimetière et porter le cercueil, c'est un poids, c'est lourd. Et de vous-même, parce que c'est lourd, vous avez envie de le mettre dans la terre. C'est plus facile. Vous savez bien que vous n'allez pas pouvoir l'élever au bout de vos bras. Vous êtes dans vos sens, il y a quelque chose où on va vers la terre, on y va ensemble. On vit ensemble les choses. Et du coup, on est vraiment dans tous ces sens-là qui sont liés aux 4 éléments. Après, avec l'eau, le feu, l'encens, voilà, il y a tous ces rituels-là, je pourrais parler une autre fois. Mais voilà, les sens, c'est vraiment un super support pour s'accompagner soi, pour être dans un état de présence à soi, à la vie, pour accompagner les fins de vie, pour accompagner les personnes qui sont malades et qui sont dans une phase avec un système immunitaire à fond challengeant. Donc, du coup, voilà, ils retournent dans ce centre pour lâcher prise, passer ou pour, encore une fois, aller vers la rémission. Et puis voilà, une fois qu'il y a la mort qui est là, comment on s'occupe de nos morts au travers des 5 sens,
pour nos morts, pour nous-mêmes, pour rester en fait, rester avec le vivant. Et du coup, c'est juste un passage de vie et on va continuer. Et une fois que la personne est partie, et bah, de nouveau, on sent l'urne, elle est froide, elle est comment, peut-être on sent le dessin qui est dessus, voilà, il y a des cendres dedans. Voilà, on sent les fleurs qui sont sur la tombe, au cimetière, il y a d'autres odeurs qui sont là, on va remanger un plat, peut-être qu'on sait que le défunt aimait après, et du coup ça nous rappelle, on est encore avec l'essence. Et voilà, l'essence, mais c'est l'essence en 2 mots, c'est juste l'essence de la vie en 1 mot, quoi. C'est hyper précieux. Voilà ce que je pouvais partager. Et merci d'avoir ouvert ce volet-là. Je n'aurais pas forcément de moi-même pensé à en parler là, mais oui, c'est tout le temps précieux et valable, les 5 sens. Et là, je vous en parle comme ça pour conceptualiser les choses, parce que vous n'êtes pas en train de le vivre là, c'est quelque part dans votre tête, en fait. Vous l'avez entendu. Et après, lâchez ça et juste vivez à travers vos sens. Soyez plein de sensualité, plein de désir de ces sens de la vie, du plaisir des sens, quoi. Vivez-les vraiment. Et oubliez tout ça, ça se tuile. Ça se tuile. Bah écoute Claire, merci pour tout ça. C'est toujours un vrai plaisir d'avoir tes partages parce qu'on sent que tu es passionné par la vie, par tout ça et bah, ça aide quoi, forcément. Donc merci pour tout ça. C'était encore une fois de plus encore très très intéressant. Et ben avec grand plaisir. Et est-ce que tu as des questions qui te viennent ou qui restent Non, pas de questions particulières, Claire. Non, tout était clair et précis, impeccable. Ouais. Super. Ben, merci de ta présence, merci de ton partage aussi qui a permis de nourrir un peu plus encore. Ouais, avec plaisir. Très belle soirée. Allez, bonne soirée.